Et bonjour. Alors, aujourd'hui, première vidéo du défi Bac Philo. On va traiter la question, faut-il dire la science ou les sciences? Ce sont les ressources en ligne mises à disposition par l'Académie de Montpellier qui m'ont fourni cette question. Ils la disent conforme au nouveau programme pour le bac, ils intitulent ça Nouveau programme 2020. Donc, la question du jour, faut-il dire la science ou les sciences? Pour traiter ce sujet, nous allons nous appuyer principalement donc, sur la pensée que Hume développe dans l'introduction du livre 1 du traité de la nature humaine, TDLNH. C'est les initiales, TDLNH. Et sur les 3 manuels que je vais vous présenter maintenant. Donc, la philosophie de A à Z, les initiales LPDAAZ, édition Hatier 2011. On va aussi s'appuyer sur Becherel Philo Lycée Nouveau Bac, initiale BPLNB, édition Hatier 2024. Et enfin, on va s'appuyer sur Analbac 2024, ABC la collection, initiale AB2ALC, édition Nathan 2023. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces initiales. Alors, dans un premier temps, nous verrons la classification des sciences proposées dans les 3 manuels précédemment mentionnés. La classification des sciences proposées dans les 3 manuels précédemment mentionnés. Nous allons voir ça dans un premier temps. Et je m'emploierai à faire entrer la classification proposée par Hume bien dans la classification proposée par les manuels. Dans un second temps, nous verrons en quoi la pensée de Hume est capable de faire voler en éclats la classification des manuels ainsi que sa propre classification. La pensée de Hume est capable de faire voler en éclats la classification des manuels et sa propre classification. Nous verrons ça dans un deuxième temps. Alors, l'approche d'aujourd'hui, elle est comparative. Nous allons donc utiliser un tableau afin de nous aider dans notre processus de comparaison. Ce tableau, d'ici quelques secondes, vous ne verrez plus, vous verrez l'écran de mon ordinateur et il y aura le tableau dessus. Alors, afin de nous faciliter la vie dans l'écriture de ce tableau, nous utiliserons les initiales des livres précédemment mentionnés. Par exemple, TDLNH pour traiter de la nature humaine, afin que le tableau ne soit pas surchargé en informations, tout en étant clair sur les sources utilisées pour le constituer. Oui, être clair sur les sources. Citation claire. Au moins vous savez d'où proviennent les idées. Alors, afin de faciliter votre compréhension de l'exposé, je vous prie de ne pas lire la totalité du tableau pendant que je parle, car j'ai peur que cela gêne votre compréhension de l'exposé. Oui, si vous lisez le tableau pendant que je parle, vous allez mal lire le tableau, mal entendre ce que je raconte, et finalement vous n'allez rien comprendre. Donc je vous prie de ne pas lire du coup le tableau pendant que je parle. C'est moi qui vais l'expliquer. Permettez-moi donc de vous guider dans la lecture de ce tableau. Je vous prie également de ne pas prendre trop vite le titre du tableau, la classification des sciences, pour une réponse à la question posée aujourd'hui, afin que nous puissions peser le pour et le contre avec Hume pour décider s'il faut dire la science ou les sciences. Oui. Faut-il dire la science ou les sciences? Le tableau propose plusieurs sciences. C'est une classification. Mais j'ai dit que dans un second temps, on verra que dans un second temps, c'est au moment de l'introduction, hein. Dans un premier temps, nous verrons la classification des sciences proposées. Dans un second temps, nous verrons que la pensée de Hume est capable de faire voler en éclats la classification. Donc, on va peser le pour et le contre. Faut-il dire la science ou les sciences? Je coupe la caméra et je la dirige sur l'écran de mon ordinateur. A tout de suite. Alors, voici le fameux tableau. Donc là-haut, on peut voir le titre, la classification des sciences. Là, il y a le curseur de la souris qui bouge. La classification des sciences. Sur cette colonne, il y a des petites initiales là-haut. LPD, AAZ, etc. C'est les initiales des manuels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc,
La philosophie de A à Z pour celui-là. Becherel, philo, lycée Nouveau Bac pour celui-là. Analbac 2024 a baissé la collection pour celui-là. Ça, c'est les initiales des manuels. Cette colonne va proposer la classification des manuels. Ici, TDLNH, c'est le traité de la nature humaine de Hume. Je vous rappelle qu'on est dans le livre 1 et qu'on est dans l'introduction du livre 1. Donc, colonne des manuels, colonne de Hume et une troisième colonne. Il y a marqué empirisme dedans. On verra ce que ça veut dire en temps et en heure. Alors, les trois manuels sont d'accord sur un point. Ils catégorisent trois types de sciences. Les sciences expérimentales ou empiriques, les sciences formelles ou exactes et les sciences humaines. Surligné en bleu là. Sciences expérimentales ou empiriques, sciences formelles ou exactes, sciences humaines. Dans la petite parenthèse, il y a ou empirique ici et selon LPD A à Z, c'est-à-dire selon la philosophie de A à Z. Oui. La philosophie de A à Z rajoute cette distinction. Elle lise les sciences expérimentales ou empiriques. Les autres manuels sont focus sur les sciences expérimentales. Ici, le Becherel Philo Lycée Nouveau Bac rajoute cette petite distinction. Exact. Les deux autres manuels se contentent de dire sciences formelles. Eux, ils sont sur sciences formelles ou exactes. Et là, il n'y a pas de distinction spécifique. Dans cette colonne, à côté de ces intitulés, il y a aussi des distinctions. Tous les manuels n'ont pas mentionné les disciplines. Ils sont d'accord sur les trois grandes catégories, mais ils n'ont pas tous fait l'énumération de toutes les disciplines. Les nuances sont marquées ici. Je mettrai dans la description en bas de page les initiales, les sigles qui correspondent, enfin les noms des manuels pour que vous puissiez avoir les initiales. Pas tous les lire maintenant, ça prend des heures. Donc, premier point, trois types de sciences selon ces manuels. Sciences expérimentales, sciences formelles ou... Pardon, je reprends. Les sciences expérimentales ou empiriques, les sciences formelles ou exactes et les sciences humaines. Dans les sciences formelles, il y a les mathématiques et la logique. Dans les sciences humaines, il y a l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et il y a écrit etc. Donc etc. Sciences expérimentales ou empiriques, qu'est-ce que c'est? Elles en passent par l'expérimentation. Elles se veulent empiriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'empirisme, c'est un savoir acquis par l'expérience. L'expérience, pas forcément une expérience en laboratoire. Ça pourrait être le vécu. Voilà. Quelque chose qui a été expérimenté, on peut l'expérimenter dans un autre espace que dans un laboratoire. Donc, première colonne, première science, science expérimentale ou empirique, celle dont on a l'expérience dans le vécu, voilà. Alors, dans la philosophie de A à Z, on voit pas trop bien, c'est ce manuel-là. Dans la philosophie de A à Z, pour cette rubrique, les sciences alors, on est dans l'article qui s'appelle les sciences. Pour les sciences expérimentales ou empiriques, ils nous disent « Elles se rapportent à des objets donnés dans l'expérience et se valident par des contrôles expérimentaux. » Elles se rapportent à des objets donnés dans l'expérience. Premier point. Ensuite, les sciences formelles ou exactes. Eh bien, dans cette catégorie, il y a les mathématiques ou la logique. Voilà. Je pense que les disciplines qui remplissent la catégorie nous informent beaucoup sur l'intitulé, ça aide à définir. La logique fait partie des sciences formelles ou exactes. Quand on est sur un syllogisme très connu, comme Socrate est un homme, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel, on est dans le domaine de la logique. La prémisse du syllogisme, Socrate est un homme, la mineure du syllogisme, les hommes sont mortels, la conclusion du syllogisme, Socrate est mortel. Quand un syllogisme, analyser les constituants d'un syllogisme permet de voir s'il entretient un lien avec la réalité ou non. Comment on pourrait dire ça? Le fluo
se voit mieux la nuit, donc un éléphant jaune fluo se voit mieux la nuit. Ça pourrait être un syllogisme, mais les éléphants jaunes fluo, ça n'existe pas. Donc ça a l'apparence de la logique, mais les constituants du syllogisme ne sont pas rationnels. Donc les sciences formelles ou exactes, dedans il y a les mathématiques ou la logique. Dernier type de sciences, les sciences humaines. Les sciences humaines, eh bien, j'ai envie de dire les ayatollahs des sciences expérimentales ou empiriques vont les considérer comme des sous-sciences. Ils ne vont pas les considérer comme des sciences parce qu'on ne peut pas les expérimenter en laboratoire. Donc, on prétend qu'en fait, il y a des expériences en laboratoire en psychologie, il y a des expériences en laboratoire dans d'autres disciplines, mais le facteur humain, pour les ayatollahs des sciences expérimentales, le facteur humain fait de ces sciences des sous-sciences. Voilà. Alors que les défenseurs de ces disciplines ne pensent pas que c'est le cas. Donc, dans les sciences humaines, on trouve l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Ce sont a priori des disciplines qui ne sont pas expérimentées en laboratoire, comme la chimie ou la physique. Voilà. Il y a quand même des expérimentations en psychologie, etc. Elles ne sont pas produites avec les mêmes objets que la physique ou la chimie, bien entendu. Alors, ça c'est la catégorisation des 3 manuels. Dans le traité de la nature humaine, eh bien, Hume ne se réfère pas à ces intitulés, les sciences expérimentales, les sciences formelles ou les sciences humaines. Il se réfère aux intitulés qui sont écrits ici. On va les détailler dans 2 minutes. Si j'ai choisi d'utiliser les intitulés proposés dans ces manuels, c'est que ces 3 manuels sont à destination des étudiants, notamment des bacheliers, et ils sont consensuels sur les intitulés. Ce faisant, je pense qu'ils ont un pouvoir pour cadrer la discipline, pour cadrer la pensée produite sur les sciences. Ça risque de devenir des représentations sociales qui y a 3 types de sciences, les sciences expérimentales ou empiriques, les sciences formelles ou exactes et les sciences humaines. D'ailleurs, c'est déjà des représentations sociales. Donc, ce faisant, il est nécessaire de mentionner cette catégorisation, même si ce n'est pas la catégorisation de Hume. Hume, il parle de divers types de sciences. Après, on va aller lire des passages dans son livre pour voir ce qu'il en dit. Alors, lui, il les catégorise pas comme ça, du coup. C'est moi qui ai proposé la catégorisation. Je vous demande de ne pas trop vous accrocher à cette catégorisation, parce qu'à un moment donné, on va aborder ce point, l'empirisme. Et comme je l'avais dit dans l'introduction, la pensée de Hume peut faire voler en éclats toutes les catégorisations, y compris la sienne. Donc, je fais le choix de catégoriser temporairement en nous rapportant à ces manuels, mais on va faire voler ça en éclats, a priori, on verra ça au moment de la synthèse, on va peut-être faire voler tout ça en éclats. Je vous laisse réfléchir à la question. Alors, Hume, il va nous parler de la philosophie expérimentale. La philosophie expérimentale, eh bien, on pourrait dire que ça correspond à la physique. Voilà. Ça correspond aux sciences expérimentales. Excusez-moi. Il va aussi nous parler de la philosophie naturelle. Ça correspond à sciences physiques. Alors, si j'ai mis philosophie expérimentale en face de sciences expérimentales, c'est justement parce que c'est lié par le mot expérimental. Ici, j'ai mis sciences de l'homme en face de sciences humaines parce que c'est ce qui est plus proche de l'intitulé produit par les manuels. Donc, Hume nous parle de la philosophie expérimentale, la philosophie naturelle, ça correspond à la science physique, la religion naturelle, ça je l'ai catégorisé dans les 3 lignes du tableau, et la morale. Donc, pour la catégorie science expérimentale, philosophie naturelle, religion naturelle et morale. Qu'est-ce que c'est la religion naturelle? Eh bien, toujours
dans la philosophie de A à Z, c'est le livre que j'ai montré là qu'on voit pas très bien, on peut lire que la religion naturelle elle est propre à la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. Oui, le siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Donc, la religion naturelle est propre à la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. La religion naturelle s'oppose à la fois aux religions positives, c'est-à-dire instituées, et aux religions révélées, fondées sur la révélation d'un message divin. Exemple, judaïsme, christianisme, islam. Cette religion naturelle prône un rapport immédiat à Dieu sans l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique. Naturelle s'oppose ici à artificielle. Elle repère la présence de Dieu dans les lois de la nature, le grand livre du monde, plus que dans le texte de la Bible. Et elle situe la piété non dans l'observance de rituels, mais dans le contenu moral des prescriptions religieuses. Naturel signifie donc aussi rationnel. Voilà. Alors, relativement, au bulletin officiel de l'éducation nationale, on avait dit que, on l'avait dit dans la vidéo d'introduction sur le sujet, pas la vidéo d'aujourd'hui, que il fallait donner des repères qui prenaient la forme de distinction lexicale aux étudiants. C'est ce que doit faire un professeur qui enseigne la philosophie. Distinction lexicale, donner des repères, des distinctions lexicales. Ici, on a une distinction lexicale qui est proposée par la philosophie de A à Z. Cette distinction lexicale, on l'a entendue pendant qu'on parlait de religion naturelle. Elle a opposé naturel à artificiel. Donc il y a une distinction lexicale entre naturel et artificiel. L'antonyme de naturel, c'est artificiel, c'est le contraire. La religion naturelle serait le contraire des religions artificielles. J'explique un peu ce qu'on vient de lire. Voilà. Pour les religions dites qu'on pourrait qualifier d'artificielles, le croyant ne veut pas les considérer comme ça, mais là on raisonne dans un cadre conceptuel spécifique, je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur. Pour les religions donc dites artificielles, par exemple judaïsme, christianisme, islam, les religions sont révélées. Ces trois religions sont les religions dites abrahamiques, qui proviennent d'Abraham. D'un point de vue biblique, Abraham aurait reçu une bénédiction de Dieu. Voilà. Et cette bénédiction qui est passée par tous ses descendants aboutit à un moment donné à l'apparition de Moïse et la création de la religion judaïsme. Voilà. Le christianisme et l'islam sont aussi des religions abrahamiques. C'est dur à dire, excusez-moi. Voilà. Jésus ferait partie de la filiation d'Abraham par sa mère Marie. Donc c'est toujours la promesse divine. Et Abraham avait 2 enfants, Israël et Ismaël. De Israël naîtraient les Israélites, donc les Juifs, et d'Ismaël, les Ismaélites, les musulmans. Donc judaïsme, christianisme et islam sont des religions abrahamiques. Putain, pardon, je suis grossier. Abrahamiques, c'est dur à dire. Ok, et donc, Lacan a pu dire que le Dieu des philosophes, ce n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, c'est la même distinction. Le Dieu des philosophes, c'est pas le même Dieu que celui des religions révélées. C'est le Dieu en quelque sorte de la religion naturelle. Pour l'instant, je l'ai catégorisé ici, dans les 3 catégories. Sciences expérimentales, sciences formelles, sciences humaines. Parce que tel qu'on vient de le lire, il y aurait une dimension qui relèverait de l'expérience dans les religions naturelles. Mais il y aurait aussi, c'est moi qui le dis, une dimension qui relèverait de la catégorie sciences formelles ou exactes, parce qu'il y aurait une dimension logique qui serait mise en place par le métaphysicien. Et enfin, ça relèverait des sciences humaines, parce que on ne peut pas négliger le facteur humain dans ce genre de choses.
Mais ne nous emballons pas sur cette catégorisation. Nous avons dit que nous allons la faire voler en éclats d'ici quelques secondes. Ok. Donc Hume nous parle de ces sciences qui ont été catégorisées en sciences expérimentales. Il nous parle aussi des mathématiques, de la logique et de la religion naturelle. Je les ai catégorisées ici. Mathématiques, on le retrouve dans les manuels. La logique, on le retrouve dans les manuels. Religion naturelle, c'est moi qui le mets ici. J'ai expliqué pourquoi. Le métaphysicien utilise la logique pour fonder sa pensée. Par exemple, si on prend la métaphysique d'Aristote, sa réflexion sur la cause première le fait aboutir à Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion sur la cause première? Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo. Quelle est la cause? La cause, c'est le défi Bac Philo 2025. Quelle est la cause? L'éducation nationale a écrit dans le bulletin officiel un cadre pour le Bac Philo. Et si on remonte la chaîne de toutes les causes, à un moment donné, on va dire, oui, mais quelle est la cause de l'éducation nationale? Quelle est la cause de l'éducation nationale? Et à un moment donné, on va dire, tiens, les hommes préhistoriques, ils habitaient dans des grottes, et quelle est la cause de la... Et alors, on va revenir vers une cause première. Eh bien, la cause première de tout, dans la perspective d'Aristote, dans la métaphysique, c'est Dieu, qu'il appelle aussi le souverain bien. Par une déduction, il arrive à formuler le concept de Dieu. Ça relèverait du cadre de la religion naturelle, et la déduction, ça relève bien de la catégorie de la logique. Donc j'ai catégorisé la religion naturelle ici, pour ce motif. Troisième catégorie, les sciences humaines. Dans l'intitulé, ça va correspondre chez Hume aux sciences de l'homme. J'ai mis la religion naturelle pour ne pas négliger le facteur humain. Tout ce qui est ici n'est pas présent. Il nous ajoute la critique et la politique. Voilà, la critique et la politique. Relativement à la critique, il y a un propos dans le traité de la nature humaine, dans le livre 1, dans l'introduction, je vais vous le lire tout de suite. La morale et la critique regardent nos goûts et nos sentiments. Les goûts, qu'est-ce que j'aime, et les sentiments, c'est quoi mes émotions. Voilà. Ça pourrait peut-être être un équivalent de psychologie, par exemple. La critique. Voilà. Alors là, je vous ai présenté le système de comparaison que je voulais vous présenter. C'était le premier temps, dans l'introduction. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais essayer de le relire. Dans un premier temps, nous verrons la classification des sciences proposées dans les traits manuels précédemment mentionnés, et je m'emploierai à faire entrer la classification proposée par Hume dans cette classification. Ça, c'est fait. C'est le moment du second temps. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Dans un second temps, nous verrons en quoi la pensée de Hume est capable de faire voler en éclats la classification des manuels, ainsi que sa propre classification. Donc c'est parti. Faisons voler en éclats ces classifications. Ne les perdons pas de vue, parce qu'elles existent, mais raisonnons sur elles. Raisonnons sur elles avec Hume, à l'aide du traité de la nature humaine, à l'aide du livre 1, à l'aide de l'introduction de ce livre 1. Qu'est-ce que nous dit Hume? Il est évident que toutes les sciences ont une relation plus ou moins grande à la nature humaine, et que, si loin qu'elles semblent s'en écarter, elles y reviennent encore par une voie ou par une autre. Il est en train de nous dire que toutes les sciences sont liées à la nature humaine, ce qui est une façon de dire que toutes les sciences sont liées aux sciences humaines. Donc il y aurait bien 3 catégories, toutes ces catégories, mais au final, il y aurait toujours un facteur humain. Donc finalement, toutes les sciences sont liées aux sciences humaines, aux sciences de l'homme. Il y a toujours un facteur humain. Pour l'anecdote, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. On va être relativement à la traduction, on va être sur 4, 5, 6 et 7, pour ceux qui voudraient retrouver exactement les sources. Donc, il est évident que toutes les sciences ont une relation plus ou moins grande à la nature humaine, et que si loin qu'elles semblent s'en écarter, elles y reviennent encore par une voie ou par une autre.
nous dit Hume. Même les mathématiques et la philosophie naturelle et la religion naturelle dépendent en quelque mesure de la science de l'homme, puisqu'elles relèvent de la connaissance des hommes et que c'est par leur pouvoir et leurs facultés qu'ils jugent. Il y a toujours un facteur humain qui affecte toutes les sciences. Donc tout relèverait des sciences de l'homme au final. Continuons. Si donc les sciences mathématiques, la philosophie naturelle et la religion naturelle dépendent à ce point de la connaissance de l'homme, que peut-on attendre touchant les autres sciences qui sont plus étroitement et plus intimement liées à la nature humaine? C'est une bonne question. Les sciences qu'ils viennent d'énumérer relèvent de l'homme. Tout est lié à l'homme. Alors, les sciences non mentionnées, qu'en est-il pour elles? L'unique fin de la logique, nous dit Hume, est d'expliquer les principes et les opérations de nos facultés de raisonner, ainsi que la nature de nos idées. Ce serait ça le but de la logique. La morale et la critique regardent nos goûts et nos sentiments. Et la politique considère les hommes comme étant réunis en société dans une dépendance mutuelle. Ces 4 sciences de la logique, de la morale, de la critique et de la politique renferment presque tout ce qui peut nous importer de connaître ou tout ce qui peut servir au perfectionnement ou à l'ornement de l'esprit humain. Donc d'après Hume, la logique, la morale, la critique et la politique renferment presque tout ce qui peut nous importer de connaître. Ce sont vraiment des disciplines très importantes pour lui. La logique ici, la logique, ok. La morale, que j'ai mis en catégorie science expérimentale, parce que je connais un peu sa pensée, donc c'est logique. On le verra dans une autre vidéo. La critique, ici, très importante pour Hume, et la politique, parce qu'elle renferme tout ce qui peut nous importer de connaître, tout ce qui peut servir au perfectionnement ou à l'ornement de l'esprit humain. Donc toutes les sciences, je rappelle, sont concernées par la problématique de l'homme, relèveraient de la catégorie sciences humaines pour Hume. On a fait voler en éclats les catégories. Il n'est aucune question d'importance, nous dit Hume, dont la solution ne soit pas comprise dans la science de l'homme. Il n'est aucune question d'importance dont la solution ne soit pas comprise dans la science de l'homme. Et il n'en est aucune dont on puisse décider avec quelque certitude avant que d'être instruit sur cette science. Il n'y a aucune question d'importance dont la solution ne soit pas comprise dans la science de l'homme. La science de l'homme. Voilà. À l'époque de la philosophie antique, à l'époque d'Aristote spécifiquement, eh bien, le philosophe s'intéressait absolument à toutes les disciplines. La philosophie n'était pas une catégorie dissociée des autres. Il n'y avait pas la philosophie, l'histoire, la science, je ne sais pas quoi. Le philosophe se préoccupait d'absolument toutes les sciences, comme Jung est en train de le faire. Et l'école d'Aristote s'appelait le lycée. Eh oui, comme le lycée où vont les lycéens pour passer leur bac. C'est intéressant qu'au lycée, en terminale, on fasse de la philo, discipline qui a la paternité du terme lycée. Je tenais à le dire. Et ça va dans le sens du propos de Hume qui dit « Il n'est aucune question d'importance dont la solution ne soit pas comprise dans les sciences de l'homme ». Ici, j'entends personnellement sciences de l'homme comme philosophie. En prétendant donc, continue Hume, en prétendant donc expliquer les principes de la nature humaine, c'est ce qu'il va faire dans son livre, nous proposons en fait un système complet des sciences bâti sur un fondement presque entièrement nouveau, le seul sur lequel elles puissent reposer avec quelque sécurité. C'est ça le projet du traité de la nature humaine, expliquer les principes de la nature humaine, parce que pour Hume, toutes les sciences au final relèvent de la science de l'homme, science humaine. Voilà. Donc, en prétendant donc expliquer le principe de la nature humaine, nous proposons en fait un système complet des sciences, bâti sur un fondement presque entièrement nouveau, le seul sur lequel elles puissent reposer avec quelque sécurité. Pour que la science soit solide, il lui faut un fondement, nous dit Hume. Ce fondement, il doit en passer par
Eh bien, cette problématique de l'homme, ça va permettre de fonder un système. Qu'est-ce qu'il nous dit? De même que la science de l'homme est le seul fondement solide pour les autres sciences, de même le seul fondement solide que nous puissions donner à cette science doit être cherché dans l'expérience et l'observation. Ça, c'est très important. Alors, toutes les sciences relèvent de la science de l'homme ou sciences humaines. Pour Hume, on a largement fait voler en éclats toutes ces catégories et elles peuvent n'avoir qu'un seul fondement solide. Toutes les sciences, absolument toutes, elles ne peuvent avoir qu'un seul fondement solide. Ce fondement, il est à chercher dans l'expérience et l'observation. C'est la définition précise de l'empirisme. L'empirisme, expérience, observation. Empirique, il est là aussi. À un moment donné, Hume fait voler en éclats les catégories. Tout relève de la science de l'homme et tout doit avoir pour fondement l'empirisme. Et voilà. Il y a plusieurs catégories, elles existent à notre époque. Les manuels de philosophie les proposent. Dans ces catégories, on peut faire rentrer la pensée de Hume, les catégories de Hume, mais tout relève au final des sciences humaines ou sciences de l'homme, c'est Hume, et il faut que tout ça s'appuie sur un fondement empirique. Et là, on a fait voler en éclats toutes les catégories. Alors, je vous rappelle la question, faut-il dire la science ou les sciences? On voit bien qu'il y en a plusieurs. La catégorisation moderne, la catégorisation de Hume, et en même temps, elles relèveraient toutes des sciences humaines ou sciences de l'homme, et elles devraient toutes avoir comme fondement l'empirisme. Alors, ce serait, si on devait faire la synthèse, on pourrait dire, il y en a plusieurs, et en même temps, il n'y en a qu'une. Ça a l'air d'être un paradoxe. Et en même temps, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un facteur humain dans toutes les sciences, donc on est bel et bien obligé de le prendre en compte, et l'objectif que Hume donne pour toutes les disciplines, c'est l'empirisme. Donc il faut qu'il y ait un référent dans le réel pour absolument tout. Il ne faut pas aller chercher dans l'imaginaire les fondements. Il faut que les fondements ils aient un référent dans le réel. Je vous relis la définition d'empirisme qu'on peut lire dans la philosophie de A à Z. Du grec emperia, expérience, savoir acquis par l'expérience. Voilà. Donc il faut que toutes ces disciplines aient leur savoir qui soit acquis par l'expérience. Il ne faut pas que ce soit dans l'imaginaire, il ne faut pas que ce soit un truc délirant. Il y a bien plusieurs catégories. Elles sont toutes affectées par le facteur humain, sciences humaines ou sciences de l'homme, et elles doivent toutes avoir comme fondement l'empirisme. C'est ça le propos de Hume. Alors, il va nous parler de sa démarche. Et il va nous dire, il n'est pas, et ce n'est pas une réflexion étonnante, relativement à sa démarche, que de considérer que l'application de la philosophie expérimentale aux objets moraux devait survenir plus d'un siècle après son application aux objets naturels. On est au XVIIIe siècle. Il nous dit que la philosophie expérimentale, qui correspondrait à notre époque aux sciences expérimentales, il nous dit que la philosophie expérimentale, qui correspondrait aux sciences expérimentales, elles ont été appliquées aux objets naturels au XVIIe siècle donc. Et d'après lui, il n'est pas étonnant qu'à son époque, au XVIIIe siècle, on applique la philosophie expérimentale ou science expérimentale aux objets moraux. Je relis. Ce n'est pas une réflexion étonnante de considérer que l'application de la philosophie expérimentale aux objets moraux devait survenir plus d'un siècle après son application aux objets naturels. Plusieurs philosophes récents, nous dit-il, en Angleterre, ont commencé à mettre la science de l'homme sur un pied de nouveauté et ont retenu l'attention et suscité la curiosité du public. Les perfectionnements qui se font dans le domaine de la raison et de la philosophie ne peuvent être dus qu'à une terre de tolérance et de liberté.
Il est en train de nous dire que là, chez lui, en Angleterre, c'est son pays, plusieurs philosophes ont commencé à mettre la science de l'homme, sciences humaines, sur un pied nouveau. Et cela est rendu possible par quoi? Par une terre de tolérance et de liberté. On est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. La liberté dont parle Hume est celle permise par le siècle des Lumières, caractérisée par une diminution du fanatisme et de l'intolérance et par une volonté de privilégier la raison face aux préjugés. Ce serait ça la caractéristique du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, c'est une spécificité européenne. C'est en Europe qu'a lieu le siècle des Lumières, ça a lieu au XVIIIe siècle, et ce qui caractérise ce siècle des Lumières, c'est une diminution du fanatisme et de l'intolérance, et une volonté de privilégier la raison face aux préjugés. La raison face aux préjugés. Hume nous dit que voilà, en Angleterre, on est dans une terre de tolérance et de liberté au XVIIIe siècle, et c'est ça qui rend possible l'essor des sciences de l'homme, l'essor de la science. La liberté est une des notions qui est au bac philo, Donc, principale notion qu'on a vue aujourd'hui, la science. Deuxième notion, la liberté. Et Hume nous dit que la condition qui rend possible l'exercice de la science, notamment la science de l'homme, c'est la liberté. Et c'est quelle liberté? Eh bien, à notre époque, on qualifie cette liberté, la liberté rendue possible par le siècle des Lumières, parce qu'il est moins fanatique et intolérant, et qu'il veut privilégier la raison face aux préjugés. Voilà. Conclusion. Notion principale, on a vu la science, on a vu la liberté, c'est une petite anecdote. Il est à noter qu'on a aussi vu la notion de religion en passant, très sommairement, au travers la notion de religion naturelle, avec par exemple l'exemple de la métaphysique d'Aristote, qui déduit Dieu par la logique. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, faut-il dire la science ou les sciences? On peut dire les sciences, oui, mais dans la perspective de Hume, tout relève de la science de l'homme ou science humaine. Et il faut, parce qu'il y a un facteur humain dans tout, et il faut, qu'il y ait de l'empirisme pour la totalité de ces sciences, finalement, qui sont les sciences de l'homme ou sciences humaines. Oui, c'est les sciences de l'homme, elles appartiennent à l'homme, en quelque sorte. Voilà. Ça pourrait être une belle citation. Elle est dans le livre 1 du traité de la nature humaine, dans l'introduction au petit 7. De même que la science de l'homme est le seul fondement solide pour les autres sciences, de même, le seul fondement solide que nous puissions donner à cette science doit être cherché dans l'expérience et l'observation, autrement dit, l'empirisme. Voilà. Je vous noterai la citation de Hume qui résume tout ce que je viens d'expliquer. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.